Sahelanthropus tchadensis. Datant d'environ 7 millions d'années, Sahelanthropus tchadensis compte parmi les plus anciens hominines connus. Découvert au Tchad en 2001, ces restes fossiles comprennent un crâne presque complet surnommé Toumaï. Bien que son cerveau ait été de la taille de celui d'un chimpanzé, environ 350 cm3, il possédait un visage plus plat, des canines plus petites et un foramen magnum placé vers l'avant, ce qui suggère une posture verticale. Ces caractéristiques indiquent un bipédisme partiel, bien qu'aucun os de jambe n'ait été retrouvé pour le confirmer. Sahelanthropus combine des traits primitifs et des caractéristiques proches de l'humain, le plaçant près du point où la lignée humaine s'est séparée de celle des chimpanzés. Ororhyn tugenensis. Ororhyn tugenensis a vécu il y a environ 6 millions d'années et fait partie des premières espèces présentant des signes physiques de bipédisme. Des fossiles découverts au Kenya en 2000 comprennent des fémurs, des dents et des fragments de mâchoire provenant d'au moins 5 individus. La structure du fémur indique une marche debout, tandis que les os courbés des doigts suggèrent une capacité à grimper. Ces dents présentaient un émail épais et des canines relativement petites, des caractéristiques observées chez les hominines ultérieures. Ce mélange de caractéristiques liées à la grimpe et à la marche place Ororhyn comme une espèce de transition dans l'évolution du bipédisme habituel. Ardipithecus ramidus. Datant de 4,4 millions d'années, Ardipithecus ramidus a été découvert en Éthiopie, avec le squelette partiel d'Ardi, offrant l'une des vues les plus complètes d'un hominine précoce. Avec une taille de cerveau de 300 à 350 cm3 et des canines réduites, il montre un comportement moins agressif et un régime composé de fruits et de plantes. Son bassin et la base de son crâne suggèrent une marche debout, mais il a conservé un gros orteil préhenseur et des pieds flexibles pour grimper. Ardipithecus vivait dans des environnements boisés, ce qui montre que la bipédie précoce a évolué en dehors des savanes ouvertes. Australopithèque afarensis. Australopithecus afarensis a vécu il y a entre 3,9 et 2,9 millions d'années en Afrique de l'Est. Les principales découvertes comprennent le célèbre squelette de Lucie et les empreintes de pas de l'Étolie, tous deux confirmant la marche debout. Le volume cérébral variait de 375 à 500 cm3, plus grand que celui des hominines antérieurs, mais encore petit. L'espèce avait un visage proéminent, des dents à émail épais et des canines plus petites. Son bassin, son fémur incliné et son articulation du genou indiquent tous la bipédie, tandis que ses longs bras et ses doigts courbés montrent qu'il grimpait aussi aux arbres. Australopithecus afarensis était entièrement bipède au sol mais conservait des aptitudes arboricoles, ce qui en fait un ancêtre clé des hominines ultérieures, y compris Paranthropus et Homo. Australopithecus africanus a vécu entre 3,3 et 2,1 millions d'années en Afrique australe. La première découverte, l'enfant de Taong, a contribué à confirmer l'Afrique comme berceau de l'humanité. La taille du cerveau variait en moyenne de 420 à 500 cm3, avec un crâne plus arrondi, un visage plus plat et des arcades sourcilières plus petites que chez A. afarensis. Les dents présentaient des canines plus petites et de grandes molaires à émail épais. La structure corporelle confirme la marche bipède, bien que de longs bras et des doigts courbés suggèrent que l'escalade des arbres restait importante. Mesurant environ 1,35 m, As africanus possédait des traits plus avancés et pourrait avoir été plus proche de l'origine du genre Homo. Les espèces de Paranthropus. Le genre Paranthropus comprend P. ethiopicus, P. boisé et P. robustus. Ces australopithèques robustes ont vécu d'environ 2,7 à 1,0 millions d'années en Afrique de l'Est et du Sud et représentent une branche secondaire de l'évolution humaine. Ils possédaient des mâchoires massives, de petites dents antérieures et d'énormes molaires adaptés à la mastication de plantes coriaces. Une crête osseuse sur le crâne servait d'ancrage à de puissants muscles masticateurs. P. boisé, surnommé l'homme casse-noisette, avait les plus grandes molaires de tous les hominidés. Bien qu'il soit un bipède et peut-être utilisateur d'outils, il n'avait pas le cerveau et la complexité comportementale des premiers humains. Leur spécialisation alimentaire extrême a peut-être limité leur survie à mesure que l'environnement changeait. Homo habilis. Homo habilis a vécu il y a environ 2,4 à 1,4 millions d'années en Afrique de l'Est et du Sud. Le nom de l'espèce signifie « homme habile », en référence à son association avec certains des plus anciens outils en pierre connus. Des fossiles ont été découverts sur des sites paléoanthropologiques majeurs, tels que la gorge d'Olduvai en Tanzanie et Kobifora au Kenya. Homo habilis est souvent considéré comme le plus ancien membre du genre Homo, bien que sa classification reste débattue en raison de son mélange de caractères primitifs et dérivés.
La capacité crânienne chez Homo habilis variait de 510 à 610 cm3, ce qui est nettement supérieur à celle des australopithèques, mais reste faible comparé aux espèces ultérieures du genre Homo. Le visage était encore relativement prognate, avançant vers l'avant, avec des pommettes robustes et un front incliné. Cependant, on observe une réduction de la taille des dents et des mâchoires, ainsi qu'une voûte crânienne plus arrondie, marquant une évolution vers une morphologie du crâne plus proche de celle de l'homme. Le squelette post-crânien suggère une petite taille comprise entre 1,05 m et 1,35 m, avec de longs bras et des os des doigts courbés, indiquant une certaine capacité d'escalade conservée. Malgré cela, le bassin, les jambes et les os du pied confirment que Homo habilis était un bipède accompli. Homo habilis est étroitement associé à l'industrie lithique oldowayenne, caractérisée par des outils simples en éclats obtenus en frappant une pierre de base. Ces outils ont permis la transformation de la viande et des plantes, représentant un changement de comportement majeur. La combinaison d'une taille cérébrale accrue, de l'utilisation d'outils et d'une flexibilité alimentaire fait de l'Homo habilis une forme de transition entre les australopithèques antérieurs et les ancêtres humains plus avancés. Homo erectus. L'Homo erectus est apparu il y a environ 1,9 million d'années et est l'une des espèces d'hominidés les plus prospères et les plus durables, ayant survécu jusqu'à il y a environ 110 000 ans dans certaines régions. Il fut le premier ancêtre humain à migrer hors d'Afrique avec des fossiles retrouvés dans le Caucase, H. georgicus, en Asie du Sud-Est, H. erectus, soloensis, et en Asie de l'Est, l'homme de Pékin. Cette large répartition témoigne d'une grande capacité d'adaptation et d'une flexibilité écologique. La capacité crânienne de l'Homo erectus variait de 700 à 1200 cm3, montrant une augmentation significative par rapport aux hominines plus anciens. Le crâne était bas et allongé, avec une épaisse arcade sourcilière, un front fuyant et pas de menton. Malgré ses caractéristiques crâniennes archaïques, le squelette post-crânien était presque entièrement moderne dans sa forme. Les individus mesuraient généralement plus d'1,50 m, avec de longues jambes et des bras courts, adaptés à une locomotion bipède efficace et, possiblement, à la course d'endurance sur de longues distances. Homo erectus est étroitement associé à l'industrie lithique acheuléenne, qui comprenait des haches à main et des outils de coupe bifaciaux. Ces outils étaient de plus symétriques et standardisés que les outils oldowayens plus anciens. Il existe de solides preuves que H. erectus utilisait le feu, comme l'indiquent des os brûlés et du charbon retrouvé sur plusieurs sites. Certains sites suggèrent la possible construction d'abris temporaires et une organisation sociale rudimentaire. Cette espèce présente la première augmentation soutenue de la taille du cerveau et de la sophistication technologique. Son aire de répartition géographique étendue, l'utilisation avancée d'outils et la probable utilisation du feu témoignent d'un changement majeur dans la cognition et le comportement. On pense que l'Homo erectus est l'ancêtre direct de l'Homo heidelbergensis et des humains modernes ultérieurs. Homo heidelbergensis. Homo heidelbergensis a vécu il y a environ 700 000 à 200 000 ans et est considéré comme une espèce de transition clé entre Homo erectus et Homo sapiens et Homo neanderthalensis. Des fossiles attribués à cette espèce ont été découverts en Afrique, en Europe et peut-être en Asie occidentale. Parmi les sites notables figurent Bodo en Éthiopie, Cima de los Huesos en Espagne et Boxgrove en Angleterre. La capacité crânienne de H. heidelbergensis était en moyenne comprise entre 1200 et 1300 cm3, ce qui est comparable à celle des humains modernes. Le crâne conservait des caractéristiques robustes, arcades sourcilières épaisses, visage large, boîte crânienne basse, mais présentait un crâne plus arrondi, de forme moderne, et des dents plus petites que de l'Homo erectus. Ces caractéristiques suggèrent une avancée significative dans le développement cérébral et l'efficacité alimentaire. Les os post-crâniens montrent que H. heidelbergensis possédait une stature grande et musclée et était bien adapté au climat froid, en particulier en Europe. Certains individus pouvaient mesurer plus de 1,80 m avec des os des membres épais, ce qui indique de grandes capacités physiques. Sur le plan technologique, cette espèce est associée à des outils acheuléens avancés et est créditée de la plus ancienne utilisation connue de lances emmanchées. Des lances en bois découvertes à Schöningen en Allemagne, datant d'environ 400 000 ans, témoignent d'une chasse contrôlée de grands animaux. Des traces de découpe sur des os d'animaux indiquent une boucherie systématique et des stratégies de chasse coordonnées. Il existe également des preuves possibles d'un comportement symbolique. Certains sites montrent des signes d'utilisation de pigments et le site de la Cima de los Huesos présente une accumulation délibérée de corps, ce qui pourrait suggérer des pratiques mortuaires précoces.
En Afrique, on pense que les populations d'H. heidelbergensis ont évolué vers l'Homo sapiens, tandis qu'en Europe, elles ont donné naissance aux Néandertaliens. Homo neanderthalensis. Homo neanderthalensis ou Néandertaliens ont vécu en Europe et en Asie occidentale il y a environ 400 000 à 40 000 ans. Ils ont évolué à partir d'Homo heidelbergensis et se sont adaptés aux environnements froids de la période glaciaire. Les fossiles montrent qu'ils avaient un cerveau volumineux d'une moyenne de 1400 cm3 et des crânes robustes avec une voûte crânienne basse et allongée, de lourdes arcades sourcilières, un nez large et pas de menton. Leurs membres courts et leur cage thoracique en tonneau aidaient à retenir la chaleur. Les Néandertaliens étaient physiquement forts et de chasseurs habiles, utilisant des armes de courte portée pour tuer de grands animaux. Ils fabriquaient des outils moustériens avancés en utilisant des techniques de préparation du noyau comme la méthode Levallois. Des preuves montrent qu'ils maîtrisaient le feu, portaient des pots et construisaient des abris. Sur le plan culturel, les Néandertaliens enterraient leurs morts, utilisaient des pigments, créaient des ornements et réalisaient peut-être de l'art rupestre. Des preuves génétiques confirment qu'ils se sont croisés avec les premiers Homo sapiens. Les non-africains d'aujourd'hui possèdent entre 1 et 2% d'ADN néandertalien. Ils ont disparu il y a environ 40 000 ans, probablement en raison des changements climatiques, de la concurrence et de l'absorption génétique dans les populations humaines en expansion. Homo floresiensis. Homo floresiensis a vécu sur l'île indonésienne de Flores il y a environ 100 000 à 60 000 ans, avec des outils en pierre suggérant une présence dès 190 000 ans. L'espèce était remarquablement petite, les adultes mesurant environ 3,5 pieds de haut et la taille du cerveau étant d'environ 400 cm3. Il a été surnommé le Hobbit en raison de sa taille. Malgré leur petite taille et leur faible volume cérébral, H. floresiensis fabriquait des outils en pierre sophistiqués et chassait des animaux comme les éléphants pygmées, les stégodons et les rats géants. Leur anatomie présentait des traits primitifs tels que de longs bras, des pieds plats et une structure d'épaule similaire à celle des premiers hominines, ce qui suggère qu'ils descendaient d'un ancêtre humain ancien, possiblement Homo erectus, ou même d'une espèce encore plus ancienne. Leur petite taille est probablement le résultat du nanisme insulaire, un processus évolutif où des espèces de grande taille deviennent plus petites en raison de l'isolement et de ressources limitées. Ce phénomène est bien documenté dans les environnements insulaires. La découverte de H. floresiensis a remis en question l'idée selon laquelle seuls les hominines au cerveau volumineux pouvaient produire des outils complexes et survivre longtemps dans des écosystèmes isolés. L'espèce a disparu il y a environ 60 000 ans, possiblement après l'arrivée des humains modernes dans la région, bien qu'aucune preuve directe d'interaction n'ait été trouvée. Les Denisoviens. Les Denisoviens étaient un groupe éteint d'humains archaïques, identifié pour la première fois en 2010 à partir d'un os de doigt découvert dans la grotte de Denisova, en Sibérie. Bien que les restes fossiles soient rares, principalement des dents et des fragments d'os, l'analyse de l'ADN a révélé qu'ils constituaient une lignée distincte, étroitement apparentée aux Néandertaliens, avec un ancêtre commun remontant à environ 400 000 ans. Ils ont vécu en Asie entre au moins 200 000 et 40 000 ans avant notre ère et se sont croisés avec les Néandertaliens ainsi qu'avec les humains modernes. Les populations actuelles de Mélanésie et de certaines régions d'Asie du Sud-Est portent jusqu'à 5% d'ADN dénisovien. Certains de ces gènes contribuent à l'adaptation à la haute altitude, comme la variante EPA1 que l'on retrouve chez les Tibétains. Les Denisoviens utilisaient probablement des outils et se sont adaptés à des environnements divers, mais on sait peu de choses sur leur apparence ou leur culture en raison des preuves fossiles limitées. Leur héritage génétique confirme cependant qu'ils ont joué un rôle important dans l'histoire de l'évolution humaine. Homo sapiens. L'Homo sapiens ou l'homme moderne est apparu pour la première fois en Afrique il y a environ 300 000 ans. Les fossiles découverts à Djebel Irhoud au Maroc et sur d'autres sites africains montrent des individus anciens présentant des crânes de forme moderne, avec une voûte crânienne haute et arrondie, de petites arcades sourcilières et des mentons proéminents. La taille moyenne du cerveau était d'environ 1350 cm3. Il y a 100 000 ans, Homo sapiens manifestait déjà des comportements avancés, fabriquant des outils complexes, créant des ornements, utilisant des pigments et enterrant les morts. Des sites comme la grotte de Blombos en Afrique du Sud révèlent les premières expressions symboliques à travers des morceaux d'ocre gravés et des perles en coquillage. Il y a environ 70 000 ans, les humains modernes ont commencé à migrer hors d'Afrique, finissant par peupler tous les continents sauf l'Antarctique. Au cours de leur expansion, ils ont rencontré et se sont métissés avec les Néandertaliens et les Denisoviens, acquérant ainsi des traits génétiques bénéfiques. Aujourd'hui, presque tous les humains non africains portent de petits pourcentages d'ADN archaïque.
Contrairement aux hominines plus anciens, Homo sapiens a développé un langage complexe, la planification à long terme et la transmission culturelle. Ces caractéristiques ont permis une innovation rapide, la coopération et la formation de grandes sociétés organisées. L'agriculture est apparue il y a environ 12 000 ans, menant à des établissements permanents, des villes, et finalement à la civilisation mondiale. Homo sapiens demeure la seule espèce d'homininée survivante, façonnée par des millions d'années d'évolution, de migration et d'adaptation.